Bonjour à tous. Donc, je vous remercie de m'avoir invité à participer à cette journée scientifique. C'est avec beaucoup d'émotion et de plaisir que je prends part à cette réunion organisée par mon ami professeur Belhadir, par vous tous, les amis du Maroc et de la région MENA. C'est avec beaucoup d'émotion que je participe à cette journée, sachant que tout ce que j'ai entendu depuis ce matin résonne à une résonance particulière pour moi qui, dans la perspective d'un médecin clinicien exerçant en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, retrouve dans les choses qui ont été dites et décrites il y a un siècle des réalités encore d'aujourd'hui, même si ces réalités s'améliorent à une vitesse importante, mais on aimerait bien ne plus voir certaines choses. Le professeur Jamal Belhadir l'a dit dans ses multiples interventions, nous devrions être capables de mettre derrière nous un certain nombre de défis. Il m'a été demandé de parler du diabète de type 1 et de l'accès à l'insuline en Afrique. Et on y a ajouté un défi à portée de main parce que vous allez voir que dans les données que je vais partager avec vous, pour l'essentiel, ces défis sont en cours d'être relevés, mais nous avons besoin d'accélérer le mouvement. Le premier élément d'abord, quand on parle de diabète de type 1, c'est le manque de données concernant notre continent. En effet, si on considère la référence qu'est le Diabetes Atlas, la Fédération internationale du diabète, vous constatez que pour notre continent, en grande partie, nous manquons de données sources concernant ce diabète de type 1. Les quelques données qui existent montrent cependant que nous ne sommes pas en reste. Il y a des taux d'incidence qui sont particulièrement élevés dans les pays qui ont publié leurs données, qui se sont donné les moyens de réunir ces données et de les partager avec la communauté scientifique internationale. Et nous avons tous en tête les données d'Algérie qui régulièrement au cours des congrès nous montrent que l'incidence du diabète de l'enfant progresse. Il y a quelques données éparses qui sont publiées par-ci, par-là. Sur cette diapositive, vous voyez des données issues de l'Éthiopie sur la gauche et puis du Gabon sur la droite, qui montrent de manière incontestable que le nombre de personnes diabétiques diagnostiquées au cours de l'enfance augmente sur le continent. Ces données éparses sont pour l'essentiel issues de programmes d'accès au traitement qui ne sont pas des programmes à l'origine conçus pour apporter des données avec toute la rigueur scientifique nécessaire, mais qui sont des programmes qui ont été mis en place pour sauver des vies. Il y a deux principaux programmes dans notre continent. Le programme Life for a Child, qui est un programme IDF, qui a réacquis de l'autonomie aujourd'hui, qui fonctionne sous la supervision de l'IDF, mais qui est totalement autonome à présent. Et puis le programme Changing Diabetes in Children, qui est un autre programme développé par les laboratoires ont bénéficié un certain nombre de pays, dont la Guinée. Ces deux programmes sont des programmes que je connais particulièrement bien, Life for a Child, parce que nous sommes tous membres de IDF, nous discutons de ces programmes, et le programme Changing Diabetes in Children, parce que j'ai eu l'opportunité de coordonner ce programme, je continue à le coordonner pour mon pays, la Guinée, et dans mes positions de président de la Fédération internationale du diabète pour la région Afrique, il y a 2 ans, j'avais pu avoir accès aux données des pays et connaître la réalité de ces programmes. Quoi qu'il en soit, ils sont tous conçus sur le même modèle. Et j'aimerais vous raconter très rapidement l'histoire de ce programme pour la Guinée. Si vous regardez, c'est une histoire relativement récente, elle date de la fin des années 2000. Vous voyez que dans mon pays, en Guinée, pays donc d'Afrique de l'Ouest, avant le démarrage de ce type de programme, nous avions en tout et pour tout, sur toute l'étendue du territoire, 44 enfants qui étaient connus avec des difficultés majeures, un manque de professionnels, notamment dans le champ de la pédiatrie, qui avait de l'expertise pour prendre en charge ces enfants.
Très rapidement, avec la mise en place de ce programme qui associe un certain nombre de partenaires dont les activités principales, et je vous invite à regarder la première ligne, c'est l'accès à l'insuline. Donc, on est au cœur de ce que nous discutons aujourd'hui. L'accès à l'insuline, l'accès aux moyens de surveillance, mais pas que. Très rapidement, on montre qu'en développant un réseau de soins qui fait un focus sur le diabète de l'enfant, qui recueille des données qui sont des données de routine, nous voyons des courbes de ce type et voici ce qu'on a aujourd'hui pour un pays comme la Guinée. Nous sommes passés donc de 44 enfants à 914 enfants connus et diagnostiqués, suivis dans le pays. Et dans tous les pays ici dans lesquels ces données ont été recueillies, vous avez le même type de courbe. Alors, voici la liste des pays africains qui participent. En bleu clair, ce sont les pays de la première vague des programmes Changing Diabetes in Children, et en bleu foncé, la deuxième vague. Et dans tous ces pays-là, nous avons des courbes croissantes qui montrent bien que le diabète de l'enfant est une réalité dans ces pays. Évidemment, quand on dit diabète de l'enfant, par raccourci, on pense diabète de type 1. Mais ceci n'est pas le cas. On a, et ça ce sont les données de nos collègues du Cameroun, toutes sortes de types de diabète qu'on retrouve chez l'enfant. C'est une majorité de type 1, mais pas que. Et dans les anecdotes, j'ai écouté tout à l'heure l'anecdote à propos de l'âne que rapportait le professeur Belhadir. Je dois vous rapporter que dans tous les pays où nous suivons ces enfants diabétiques, où il y a un gros problème d'accès, les enfants n'ont même pas les ressources nécessaires avec leur famille pour venir chercher l'insuline au centre de soins et les bandelettes qui sont offertes. Vous avez des enfants qui disparaissent du suivi parce qu'ils n'ont pas le moyen de venir dans les unités de soins, qui disparaissent pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, et qui vous reviennent en hyperglycémie majeure, mais qui sont vivants. Alors que ce sont des enfants qui ont été diagnostiqués dans un contexte de cétoacidose, sans facteur de décompensation évident. Donc, il y a un problème, à l'évidence, de catégorisation, de caractérisation de ce type de diabète. Et nous avons des défis qui sont des défis qui demeurent. Ça, c'est une étude que nous avons publiée l'année d'avant, dans une revue marocaine, où on montrait que finalement, y compris chez des enfants qui ont été diagnostiqués, qui ont donc pu avoir accès au diagnostic et au suivi, lorsqu'on les interroge sur le parcours qu'ils ont pu avoir avant le diagnostic, vous voyez que ces parcours sont éminemment complexes, avec plusieurs contacts avec les équipes de soins avant que ce diagnostic ne soit posé. Il y a des défis, évidemment, et ils ont été évoqués ici dans la conservation de l'insuline. Nous vivons dans des pays chauds et l'insuline se dénature avec la température. Si les unités de soins de suivi de ces enfants diabétiques ont été équipées en frigidaire solaire pour certains, et puis en matériel pour le contrôle de l'hémoglobine glyquée, quand on s'adresse aux familles, et ici ce sont des recommandations de nos collègues de l'East African Diabetes Study Group, vous voyez qu'on est dans des dispositifs dans lesquels les enfants n'ont pas le moyen de conserver l'insuline qu'on leur offre et des sociétés savantes essayent de se battre autant que possible pour, dans le cadre de l'éducation proposée aux familles et aux enfants, pour conserver des conditions acceptables sans dénaturation. Il y a une variabilité majeure du prix de l'insuline dans nos pays. À l'intérieur d'un même pays, vous avez des coûts qui vont du simple au double. Et ceci n'est pas simplement explicable par le coût d'acquisition de l'insuline. Il y a toutes sortes de facteurs qui interviennent. Et j'ai voulu vous montrer cette diapositive pour illustrer le fait qu'il y a un certain nombre d'expériences dans nos pays. Ici, c'est le cas au Kenya, où on essaye de comprendre quelles sont toutes les composantes à adresser pour faciliter cet accès à l'insuline. Mais en réalité, l'insuline seule ne suffit pas. C'est d'un accès au traitement dont il s'agit et ça va donc bien au-delà de l'accessibilité aux médicaments en tant que tel. En face de ces efforts qui sont faits, si très rapidement les résultats glycémiques sont observés, il faut dire qu'en moyenne, quand même, il y a des interrogations qui
persiste les hémoglobines qui sont autour de la dizaine. Et vous voyez ici, sur la diapositive précédente, c'était les données de la Tanzanie, ça ce sont les données du Kenya. Vous voyez bien qu'il y a des défis qui restent dans cette prise en charge de ce diabète de type 1. Il est certain que l'éducation thérapeutique et tous les moyens qu'on y apporte pour améliorer la qualité de ces équilibres, de l'équilibre glycémique de ces enfants portent. Ici, ce sont des images de camps de diabète organisés en Guinée avec une démonstration scientifique sur le fait de l'impact positif durable de ces camps de diabète sur l'équilibre des patients. Nous sauvons des enfants, nous les sauvons d'une mort qui était à peu près certaine, mais ces enfants aujourd'hui, au bout d'une dizaine d'années, commencent à développer des complications chroniques et des données commencent à sortir pour témoigner du fait qu'il va falloir resserrer encore, retrouver de l'énergie pour un deuxième souffle d'une certaine manière pour prévenir ces complications-là. Ce serait extrêmement dommageable de sauver des enfants d'une dizaine d'années d'un diagnostic de diabète qui aurait été raté pour les retrouver une dizaine d'années après avec des complications majeures, style dialyse, etc. Alors, on a parlé de diabète de l'enfant, tout ne se résume pas à l'enfant. Nous avons évidemment ce diabète de type 1 concerne également l'adulte et j'ai choisi juste de vous montrer une étude multicentrique internationale qui a concerné plusieurs continents, mais je vous montre ici les données concernant l'Afrique qui ont été publiées avec notre maître, le professeur Jean-Claude Mbania, et vous voyez que moins de la moitié des patients adultes ont accès à un contrôle glycémique optimal, et quand on regarde les raisons pour lesquelles les adultes même n'ont pas accès à un contrôle glycémique optimal, vous voyez qu'il y a à l'évidence des problèmes d'éducation thérapeutique et il y a aussi des défis qui sont liés au maintien de l'insulinothérapie, y compris chez les adultes. Et vous voyez qu'au top des défis qui font que les adultes arrêtent leur traitement, il y a le coût des médications, il y a le coût des moyens de surveillance et il est indéniable que ce sont des éléments à prendre en compte. Quand on interroge les soignants sur qu'est-ce que les patients devraient avoir pour maintenir cette bonne qualité de l'équilibre glycémique, vous voyez bien que c'est l'éducation thérapeutique, c'est en bas de la diapositive qui apparaît en premier. Tout ceci, il faut le mettre dans le contexte aussi du nombre de personnel de santé disponible pour soigner ces patients. Ça, ce sont les données de mon pays, la Guinée. Vous voyez que pour l'essentiel, les professionnels de santé sont réunis dans la capitale Conakry. Et en tout et pour tout, on avait fait le point il y a quelques années et vous voyez que pour tout le pays, il n'y avait que 64 professionnels de santé capables de faire face aux diabétiques dans le pays. Nous avons créé dans le cadre d'initiatives comme le CDIC des services spécialisés de prise en charge du diabète de l'enfant avec des centres d'excellence dans les CHU. Nous essayons de mutualiser nos efforts et ça, c'est le type d'expérience que nous faisons avec les collègues des autres pays africains pour former la future génération des leaders dont nous avons besoin pour faire face à ce défi du diabète. Nous essayons également d'avoir des diplômes adaptés au plus grand nombre, parce que le plus grand nombre de soignants, ce sont certainement les paramédicaux, et ça, c'est une expérience que nous menons en Guinée, dans laquelle nous recevons en Guinée des collègues paramédicaux d'autres pays pour les former au rudiment du diabète, de la nutrition et de la promotion de la santé. Pour arriver vers la conclusion, je dois dire que de mon point de vue, il y a un certain nombre de défis qui ont été surmontés pour le diabète de type 1 de l'enfant, je précise. La réalité de son existence n'est plus discutée. On a montré qu'on peut diagnostiquer ce diabète et le prendre en charge avec peu de moyens. On a un recul de la mortalité immédiate, c'est certain. On a un recul des complications caricaturales. Je n'ai pas eu l'occasion de vous le montrer ici, que ce soit en termes de retard de croissance ou de retard pubertaire.
Mais les défis actuels, c'est quelle qualité de vie ou de survie, au-delà de la mortalité immédiate, dans une approche qui n'est pas simplement glucocentrée et dans laquelle il faut considérer des problèmes comme ceux de la santé de la reproduction qu'on n'a pas abordés ici. La réalité de la maladie chronique avec le risque de complications est également un problème qu'il faut qu'on regarde, avec des freins liés à l'environnement de ces enfants-là, que ce soit l'environnement familial avec la prise en charge des hypoglycémies, le risque de stigmatisation, l'environnement au niveau de la société en général et la nécessaire appropriation par nos États qui a commencé pour ce qui est de la prise en charge de ces programmes-là. Je voudrais terminer par un point extrêmement positif de mon point de vue. IDF a mis en place un programme qui est le programme des Young Leaders, des jeunes leaders dans la prise en charge du diabète en Afrique. Et aujourd'hui, depuis plusieurs années maintenant, on a une nouvelle génération de jeunes personnes diabétiques qui portent ce travail de plaidoyer-là, qui portent ce travail de communication sur le diabète, qui poussent les différents partenaires à trouver une solution. Et pour conclure, je voudrais juste, si vous me permettez, vous faire écouter une petite chanson faite par ces jeunes leaders du diabète. C'était à l'occasion d'une formation sur le plaidoyer et le leadership qui avait été organisée dans le cadre de mes fonctions à la tête de la Fédération internationale du diabète de la région Afrique. Et c'est sur ces mots et si vous permettez que je vais vous faire écouter la chanson qui avait été faite. Je vous remercie. We are the same family, Je vous remercie pour votre bienveillante attention.